Star Wars, un univers iconique, des musiques cultes, des vaisseaux exceptionnels et des personnages inoubliables. Pourtant, peu de gens croyaient au succès commercial du film, et sort même tout d'abord dans un nombre restreint de salles aux États-Unis le 25 mai 1977. La suite, nous la connaissons tous. Le succès mondial est immédiat. Saga culte et intemporelle qui embarque avec elle génération après génération depuis le premier volet. Depuis, avec ses 27 milliards de dollars de revenus cumulés, Star Wars est la deuxième saga la plus rentable de l'histoire, derrière James Bond et ses 24 films. Mais cet univers, si surprenant pour l'époque, n'est pas vraiment sorti de nulle part, et a reçu une grande influence du monde que nous aimons, celui des samouraïs et des arts martiaux. Effectivement, Star Wars puise une énorme partie de son ADN dans le cinéma japonais et l'univers des samouraïs. Cette influence commence avec un film majeur, La Forteresse Cachée, d'Akira Kurosawa, sorti en 1958. Lorsque George Lucas débute l'écriture de Star Wars en 1973, ce film devient pour lui une véritable source d'inspiration. Il y trouve non seulement un ton, une énergie, mais surtout une manière de raconter une histoire et qui va bouleverser sa manière d'écrire sa saga. En plus du fait que 6-3PO et R2-D2 sont directement inspirés des personnages secondaires mais essentiels de la forteresse cachée, Taei et Matashishi, George Lucas décide également de raconter son film comme Kurosawa. Raconter une épopée gigantesque à travers les yeux des plus faibles. Ces personnages que personne ne voit en héros, mais qui sont notre porte d'entrée dans l'aventure, et qui au final sont bien plus importants que ce qu'ils pensent. George Lucas le confirme lui-même lors d'une interview en 2001 pour BBC. Ce qui m'a vraiment frappé dans La Forteresse Cachée, c'est que l'histoire était racontée du point de vue de deux personnages les plus humbles. J'ai pensé que ça serait une excellente manière de raconter Star Wars, qui dans notre cas se résume aux deux droïdes. Et même dans le montage, dans la structure, dans le rythme, nous pouvons voir des similitudes entre La Forteresse Cachée et Star Wars. Mais il ne sera pas le seul film à influencer la saga, puisque la scène où Luke et ses amis se cachent dans le plancher du Faucon Millenium s'est pris exemple sur le film Sanjuro de Kurosawa avec Toshiro Mifune. Mais Toshiro Mifune, on en parle un peu plus tard dans la vidéo, reste bien jusqu'à la fin parce que c'est assez surprenant. La connexion entre George Lucas et Akira Kurosawa est tellement forte qu'en 1980, George Lucas coproduira avec Francis Ford Coppola un des films du cinéaste japonais, Kagemusha. Impossible de parler de Star Wars sans parler d'une des figures les plus marquantes du cinéma, Dark Vador. Son souffle mécanique, sa voix grave, sa silhouette noire, tout chez lui respire la puissance et la menace. Je suis ton père. Et pourtant, son apparence si emblématique n'est pas née dans une galaxie lointaine, mais dans l'histoire du Japon féodal, puisque son armure est basée sur celle des samouraïs, et en particulier à l'armure entièrement noire du célèbre Date Masamune, un seigneur de guerre féodal né en 1567, connu sous le nom de Dragonborgne. Pour la petite histoire, en 1600, lors de la bataille de Sekigahara, Masamune rejoint le camp de Tokugawa Ieyasu. Ses talents seront vite remarqués, et Tokugawa le récompense en lui donnant l'important et rentable domaine de Sendai, ce qui fait de Masamune l'un des daimyos les plus puissants du Japon féodal. Mais Date Masamune sera surtout connu pour son ouverture sur le monde, et sera l'initiateur de ce qui est considéré comme le seul voyage vers le monde occidental par le Japon féodal. Il aura même une correspondance avec le pape Paul V. Et l'influence ne s'arrête pas qu'à Dark Vador. Les Stormtroopers, ces soldats blancs iconiques de l'Empire, doivent eux aussi beaucoup au Japon. Leur design, imaginé par Ralph McQuarrie, mélange des armures de samouraï avec les tenues blanches des moines guerriers Sohei. Dans les prémices de leur conception, l'inspiration était même flagrante. McQuarrie les voyait comme de véritables samouraïs de l'espace. Mais George Lucas souhaitait certes rendre hommage au cinéma japonais, mais sans copier. Il voulait créer un univers unique, avec sa propre identité visuelle et scénaristique. C'est pour cela que les Stormtroopers ont évolué comme nous les connaissons. En revanche, un autre groupe de soldats a gardé une silhouette beaucoup plus traditionnelle.
les 10 Star Troopers, dont le casque rappelle clairement la forme du kabuto, le casque des samouraïs. L'influence japonaise ne se limite pas qu'au visuel et à l'esthétique du film. Elle se retrouve même dans les termes, dans les mots qu'on emploie dans la saga. Et notamment avec peut-être le terme le plus mythique de Star Wars, Jedi. Beaucoup pensent que ce mot a été inventé de toutes pièces. Pourtant, il vient directement de Jedi Geki, nom donné à un style de film japonais consacré au drame historique et aux samouraïs. Mais il n'est pas le seul mot de la saga Star Wars à avoir une connotation japonaise. Obi-Wan Kenobi, le célèbre Jedi et mentor de Luke, a lui-même du japonais dans son nom. Obi, la ceinture, Ken, le sabre. Et c'est pas tout. Certains affirment que Yoda tire son nom du grand cinéaste japonais Yoshitaka Yoda, collaborateur régulier de Kurosawa. N'écoutes-tu pas ce que je dis? Maître, faire bouger des pierres, c'est une chose, mais ça, c'est totalement différent. Non, pas différent. Juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Même la planète Kamino est un clin d'œil à la culture japonaise. Dans son nom, on retrouve Mino, le vêtement le plus traditionnel japonais. Un détail subtil pour une planète où il pleut sans fin. La force, c'est une sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre et qui maintient la galaxie en un tout unique. Ce que Obi-Wan Kenobi vient de décrire constitue une définition très précise de la force, mais aussi une définition très juste du principe asiatique, du chi en chinois et du ki en japonais. L'énergie vitale qui traverse et relie toute chose. C'est ton attention qui détermine ta réalité. Dans Star Wars, cette énergie, nommée la force, est une énergie invisible qui traverse tous les êtres et les relie entre eux et l'univers. Cette idée correspond totalement au chi, au ki des philosophies asiatiques. Cette énergie vitale omniprésente qui habite chaque être vivant de la Terre. Tu dois sentir la force autour de toi. Ici, entre toi, moi, l'arbre, la roche, partout. Oui, elle est même entre le sol et le vaisseau. Dans la galaxie Star Wars, la Force possède un équilibre entre le côté lumineux et le côté obscur. Cette dualité rappelle sans aucun doute le yin et le yang, concept central du taoïsme. Deux forces opposées, complémentaires, mais nécessaires à l'équilibre de l'univers. Toujours par deux, ils vont. Ni plus, ni moins. Ainsi, la Force n'est pas seulement un outil narratif, elle est une métaphore contemporaine d'un principe ancien, celui d'une énergie invisible qui relie l'homme à l'univers, l'univers à l'homme, et dont la véritable maîtrise passe par l'équilibre intérieur, la sagesse, mais aussi l'harmonie entre le corps et l'esprit. Un Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Dès son apparition, les connaisseurs remarquent immédiatement la ressemblance. Le visage blanc, les motifs délicats, les coiffures minutieusement travaillées. Tout cela nous rappelle directement l'esthétique raffinée des geishas. Les tenues de Padmé, elles sont plutôt d'inspiration chinoise et mongole. En parlant de tenues, vous n'allez pas me dire que les tenues de Jedi ne vous rappellent pas quelque chose. Leur silhouette, leur couche de tissu, leur manière de se mouvoir. La tenue des Jedi s'inspire effectivement des kimonos traditionnels et plus précisément des kimonos portés par les Ronin, les samouraïs sans maître. D'ailleurs, les costumiers de Lucasfilm l'ont confirmé. L'apparence des Jedi est un mélange entre les moines guerriers Swai, les samouraïs, et avec en plus une légère influence des moines Shaolin. L'influence japonaise est également présente dans les films les plus récents. L'un des exemples les plus flagrants se trouve dans le personnage de Kylo Ren. Après avoir brisé son casque, il choisit de le reforger, mais pas n'importe comment. Les fissures, au lieu d'être cachées, sont remplies d'un métal créant un motif presque organique, comme si chaque brisure racontait une histoire. Ce visuel n'est pas anodin. Il est directement inspiré du kintsugi, un art japonais qui consiste à réparer les objets cassés avec de l'or. Une philosophie qui transforme la fragilité en beauté et les cicatrices en force. Kylo Ren devient alors l'incarnation parfaite de cette idée. Un personnage brisé, reconstruit, mais dont les fractures, plutôt que d'être dissimulées, deviennent une force et son identité. Il est difficile de ne pas penser au célèbre personnage de film japonais Zatoichi lorsque nous regardons Shirut, membre des gardiens des Whills, un ordre spirituel de moines guerriers.
Et ce personnage, présent dans Rogue One, incarné par Donnie Yen, est vraiment similaire au personnage de Zatoichi. Sa manière de bouger, le fait d'être aveugle, mais également dans la manière dont il a été filmé. Des rumeurs disent que son visage, peint de rouge et de noir, ses cornes acérées, est directement inspiré des Oni, ces démons du folklore japonais. Les Oni sont souvent représentés avec une peau aux couleurs vives, des motifs agressifs et des cornes menaçantes. Exactement comme Dark Maul, dont l'apparence évoque immédiatement une créature surgie des enfers. Perso, il est mon site préféré et il est incarné par Ray Park, un pratiquant d'arts martiaux notamment de Wushu, et qu'on retrouve dans X-Men dans le rôle du crapaud. Voilà, c'était une petite info en plus. Et tiens, tant qu'on est dans les anecdotes, il est impossible de parler de Dark Maul sans parler de sa ressemblance avec Balthazar, le célèbre démon de la série Charm. Il n'y a aucune source officielle, mais il est souvent noté que l'apparence de Balthazar est basée sur le personnage de Dark Maul dans Star Wars, la menace fantôme de 1999. Vous vous souvenez, en début de vidéo, je vous avais promis de vous parler de Toshiro Mifune. Eh bien, c'est le moment. Saviez-vous qu'Obi-Wan Kenobi aurait pu être interprété par le même acteur qui avait incarné le général Rokurota dans La Forteresse Cachée? George Lucas avait en effet choisi Toshiro Mifune, l'une des plus grandes stars japonaises de l'époque, pour incarner le légendaire chevalier Jedi à la place du regretté Alec Guinness. Mais Toshiro Mifune a décliné l'offre. Après avoir lu le scénario, il a jugé le film trop enfantin et craignait que Star Wars ne soit qu'un simple spectacle d'effets spéciaux bon marché. Il ne voulait pas risquer de dévaloriser l'image des samouraïs qu'il considérait comme sacrée, dans ce qu'il voyait comme un pseudo-film de samouraï de l'espace sans intérêt. Mais imaginez un instant, Obi-Wan Kenobi joué par Toshiro Mifune. La saga aurait pris une toute autre dimension. Allez, pour info en plus, Kurt Russell aurait auditionné pour le rôle de Luke et pour le rôle de Han Solo. Le célèbre acteur incarnant Freddy Krueger a tenté sa chance pour le rôle de Han Solo. Et même Sylvester Stallone a auditionné pour le rôle de Han Solo. Mais c'est Harrison Ford qui obtiendra le rôle. Stallone finira tout de même dans l'espace avec les Gardiens de la Galaxie, et Harrison Ford finira aux côtés de Stallone dans Expendable 3. La boucle est bouclée. Et voilà, vous venez de voir que derrière une galaxie très lointaine se cache un clin d'œil, un héritage, un hommage aux films japonais et aux traditions japonaises. Dites-moi en commentaire si vous connaissez toutes ces anecdotes, tous ces liens entre Star Wars et le monde du Japon féodal, des samouraïs et du budo. Dites-moi en commentaire si vous appréciez Star Wars, la saga, voilà, quel est votre film préféré de Star Wars. Mettez-moi tout ça en commentaire, c'est toujours un plaisir de partager et d'échanger avec vous. Personnellement, c'est une saga que j'apprécie énormément, j'aime bien les 6 premiers. Après tout ce qui est avec Kylo Ren, etc., j'apprécie moins, vraiment, je préfère vraiment les 3 premiers, après les 3 autres qui ont eu en 99, etc. C'est quelque chose que j'ai eu par mon père qui, voilà, avait eu énormément, voilà, de figurines, hein. Il y a tout un sac de figurines qui était à la maison familiale, etc. Donc voilà. Vous voyez les Ewoks, les personnages. Après, moi, j'avais eu le fameux Liam Neeson dans son personnage de Jedi, des Stormtroopers, des soldats de Jabba, l'Empereur. Ah, vous avez énormément Boba Fett. Là, vous avez Boba Fett. Et ce qui est rigolo, en fait, c'est que mon père a eu ses jouets, ses figurines, donc dans les années 80. Moi, j'ai eu les miennes dans les années fin 90. Parce qu'il y avait eu forcément la menace fantôme, etc. en 99. Donc ils avaient tout ressorti, les jouets, etc. Même de la première saga. Et après mon frère avait eu lui aussi sa version. Donc on a 3 versions de Boba Fett, 3 versions de Dark Vador, 3 versions de Luke, etc. Donc c'est rigolo. Pour la petite histoire, si vous regardez bien, voilà, ça c'est le Boba Fett de l'époque de mon père. Ça c'est le mien. Et tous les personnages c'est comme ça, avec tous. Ils l'ont fait légèrement plus taillé, un peu plus en mode dopé que les autres personnages. Vous avez ça aussi avec Chewbacca. Voilà, vous avez un Dark Vador personnalisé par mon père, avec le bras coupé, etc. Han Solo, Luke, un autre Luke, les gardiens impériaux. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Voilà, on a lui, hop, encore un Han Solo. Les Stormtroopers, donc là, hop,
J'en avais mis un là. Alors, ça, c'est un Stormtrooper génération de mon père. Ça, c'est génération moi. Donc, vous voyez, hein, ils sont toujours un peu plus taillés, on va dire, que génération de fin 70, 80, etc. Et là, on a une version, génération de mon frère, où on est revenu un peu plus sur le standard physique des originaux, contrairement au bien qui est un peu plus, on va dire, taillé. Ah, Princesse Leia. Jar Jar Binks. À mon frère. Un petit Ewok. Yoda, celui de mon père. Hop. Mace Windu. Le seul Jedi avec un sabre violet, ça avait été vraiment une demande de Samuel L. Jackson. Au départ, George Lucas avait été pas fan de l'idée. Il voulait que ça soit bleu, soit vert et rouge pour les Sith. Et il a laissé, il a dit allez, ok, je suis d'accord, partons sur un sabre violet. Mace Windu. Voilà. On a encore plusieurs Stormtroopers de différents styles. Voilà. Les petits, hop, voilà. Normalement qui vont à côté du faucon pour l'alimenter. On a des mercenaires. Voilà. Le traducteur de Jabba. Yann Solo dans sa mythique tenue. Voilà. Après, hop, vous n'avez plus qu'à ouvrir ici. Boum. Hop. Tac. C'est ça que je jouais. Donc, vous vous souvenez, hein, je disais que les personnages, les jouets qui sont sortis de mon époque étaient légèrement plus dopés, musclés que les générations d'origine. Voilà, ça c'est le Chewbacca de l'époque de mon père. Vous voyez, hein, qui a quand même le physique du film. Et ça, c'est le mien. Voilà, vous voyez, il est quand même... Alors il est beau, hein, mais il est quand même loin de l'original, si on prend. Alors cette partie-là de la vidéo n'était pas du tout prévue. Hein. Cette partie-là de la vidéo n'était pas du tout prévue, mais je me suis dit, ça peut être sympa pour ceux qui aiment Star Wars, qui sont un peu passionnés, qui ont eu des figurines et qui les ont peut-être perdues ou données, voilà, des fois ça arrive. C'était rigolo, voilà, de partager ce moment-là avec vous. Vous avez des petits personnages comme ça aussi. On a Anakin Skywalker avec son sabre. Alors on a un autre Dark Vador, vous voyez. Hop là, ça va être flagrant aussi. Ouais, ça c'est le Dark Vador génération de mon père. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Hop. Et ça c'est le mien. Vous voyez, si j'enlève la cape, on voit bien quand même qu'il y a quand même un côté beaucoup plus baraqué, beaucoup plus tanké. Regardez-moi ses épaules, biceps, etc. C'est Dark Vador en mode Arnold. Voilà, les gardes comoriens, les hommes des sables. Là, je vais pas mentir, je me souviens plus de son nom. Mettez-le moi en commentaire si vous vous souvenez de celui-ci. Oh, regardez, qui on a R2-D2 qu'on a parlé dans la vidéo, qui sont des personnages qui sont au final centraux et essentiels à la saga, alors que eux, ils pensent être juste des petits androïdes au service des humains, mais qui sont bien plus que ça. Obi-Wan Kenobi, ah bah voilà, vous voyez. Et le sabre, en fait, on glissait ici et hop, ça sortait, vous voyez. J'espère que vous voyez bien. Et hop, on retire pour rétracter. L'idée est vraiment sympa, je trouve. Hop, voilà. C'est vraiment chouette cette idée. Après voilà, il y a des petits personnages comme ça aussi. Hop. Ils avaient vraiment fait un super univers. Hein. Ça, il n'y a pas à dire. Ce qui est vraiment fou avec cette saga, c'est tout l'univers qui a été mis derrière, qui pour les fans, pour les passionnés, voilà, il y avait tout un monde qui était là. Et c'est ça que je trouve chouette et qui manque un peu maintenant. Il y avait vraiment un réel univers. Et voilà, autant les grands que les enfants pouvaient vraiment créer quelque chose. Ouais, oh, voilà. Là, vous savez, c'est genre de moto volante des soldats. Et après, vous voyez, ça a explosé. C'est stylé quand même. Un petit général. Ah voilà, génial. Ça y est, j'ai retrouvé le personnage que je voulais vous montrer. Celui-là, ce qui est intéressant, c'est que dans le travail des jouets, des figurines de Star Wars, ils sont vraiment allés dans les détails. Comme vous pouvez voir, hein, voilà. Il y avait... trouver des figurines voilà, comme ceci, des pilotes, Lando, je vous l'avais montré. Voilà. Vous voyez, ils allaient vraiment pas que simplement dans le jouet, le toys des célèbres, Dark Vador, l'Empereur, etc. Il y avait vraiment tous les personnages qu'on retrouvait dans l'univers Star Wars. Et souvenez-vous, à la fin du Retour du Jedi, on voit Anakin Skywalker
qui n'est plus Dark Vador, qui est passé de l'autre côté, de l'au-delà, et qui est, on va dire, redevenu du bon côté de la Force, et qui est devenu, on va dire, un esprit Jedi. Et on le voit apparaître face à Luke, aux côtés d'Obi-Wan. Eh bien, ils avaient même fait la figurine, vous voyez, de ce moment-là d'Anakin, mais je trouve ça vraiment génial, parce que on le voit peut-être 10 secondes à l'écran, et ils ont pris le temps de vraiment faire ce personnage-là pour tous les fans, les passionnés, les enfants qui avaient envie de s'amuser, de créer tout un univers à eux. Et c'est ça que je trouve chouette, c'est que Star Wars, il y a vraiment à l'époque, c'était vraiment précurseur, c'était vraiment exceptionnel, eu un tel univers aussi détaillé, aussi beau. Et du coup, ce que je trouve chouette, c'est qu'ils ont donné la possibilité aux fans, aux enfants, à leur tour, de créer leur univers, leur histoire, avec comme base Star Wars. Et notamment, voilà, si tu avais envie de jouer, de t'amuser, que Anakin revenait dans les souvenirs de Luke, ou venait l'entraîner, etc. Tu avais la possibilité parce que tu l'avais en mode Jedi, apaisé, on va dire, du bon côté de la Force. Ils avaient même fait des BD de ce style, hein, et ce qui était hyper original, c'est que c'était pas des dessins, c'était en quelque sorte des captures écran du film, et tu avais l'histoire en BD. Voilà. Et c'était vraiment original. Ouais, il y avait beaucoup d'originalité dans tout l'univers Star Wars, notamment à travers, comme je vous disais, voilà, les jouets et tout ça, pour permettre, vous voyez, encore, voilà, des personnages comme ça, atypiques, qu'on voit pas beaucoup, qui vont apparaître 2 secondes, mais qui sont tout de même mis en avant, et je trouve ça vraiment chouette. Voilà, c'était le petit truc bonus, c'était pas du tout prévu à la base, j'avais juste pris ça chez mes parents pour me dire, tiens, genre, je mets peut-être une petite figurine, voilà, vous voyez. Du coup, j'ai bien mis le Faucon Millenium. Et je me suis dit, tiens, allez hop, je vais montrer quelques personnages, ça peut être sympa. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, elle change un peu. Je me suis dit pour la fin d'année, pour une dernière vidéo de 2025, ça peut être sympa de mettre ce petit côté un peu culture et univers, et de voir qu'au final la culture martiale, la culture samouraï japonaise, cet esprit, parce que ce que j'aime beaucoup aussi dans Star Wars, bon, l'univers est chouette, tout ça, les Jedi, les beaux combats, mais on retrouve quand même ces côtés valeurs, code moral, principes, qui sont vraiment très proches des samouraïs, et qu'au final, Toshiro Mifune, qui avait peur que ça soit un peu bidon, un peu un hommage pas très honorable pour les samouraïs, eh bien je trouve qu'au contraire, c'est assez chouette, et c'est presque, tu dis, tiens, dans une galaxie lointaine, les samouraïs seraient comment? Bah, ils seraient très proches des Jedi en tout cas. A très bientôt dans une prochaine vidéo, et n'oubliez pas une chose, d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Que la force soit avec vous.